Bienvenue sur Gaïa Ayurveda, retrouve ta vraie nature. Le podcast qui vous aide à vous reconnecter à votre essence et à vivre en harmonie avec les rythmes de la nature. Je suis Laura et ensemble nous allons explorer les fondamentaux de l'Ayurveda. Bonjour à tous, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va commencer à plonger un peu plus en profondeur dans des sujets qui nous intéressent tous, qui sont vraiment le cœur de l'Ayurveda. Donc aujourd'hui, on va commencer à explorer les doshas, parce que les doshas, ça fait quand même partie de la base de l'Ayurveda. Notamment aujourd'hui, on va explorer un peu plus notre dosha vata. Donc la base vraiment de l'Ayurveda, ça repose sur le principe de ces trois doshas, ce qu'on appelle les tridoshas. Si on essaye de regarder les rôles que les doshas jouent sur la médecine ayurvédique, au niveau de notre base, donc, on part du principe que l'univers physique est composé de 4 états de matière. On a d'abord l'état solide de la matière, on a l'état liquide et l'état de transformation. Mais on a aussi l'état de la matière en mouvement. C'est ce qu'on va appeler les Pancha-Mahabhutani. Donc les anciens, les rishis, si vous vous souvenez de notre épisode de la semaine dernière, ont observé qu'il y a 3 principes qui proviennent de ces états de matière, ce qu'on appelle les doshas. Et ces doshas, c'est ce qui va contrôler ou réguler les états différents de cette matière. Donc dans les textes anciens, on décrit les doshas comme provenant de la force vitale. C'est ce qu'on appelle le prana. Le prana, peut-être qu'en yoga vous l'utilisez beaucoup ce mot, c'est vraiment le souffle, la respiration. Donc en fait, les doshas, ce sont ni plus ni moins 3 formes de prana qui servent à gérer les 5 états de la matière. Et bien sûr, c'est ce qui va aussi réguler tout l'organisme vivant dans notre corps. Donc c'est important de comprendre que les doshas peuvent être utilisés de différentes façons en Ayurveda. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces 3 doshas. Souvent, on va seulement se limiter à ce qu'on appelle la prakruti, donc c'est-à-dire votre constitution. Mais la théorie des doshas, c'est bien plus complexe que ça. La médecine ayurvédique, elle utilise les doshas pour comprendre les structures du corps, donc toute la partie anatomie, mais également les fonctions corporelles, donc toute la partie physiologie, les causes des maladies, la manifestation des symptômes, le diagnostic et la manifestation des maladies. Et aussi la classification des maladies. Donc tout ça, on va utiliser en fait les doshas pour réunir tout ça. De plus, les cycles du jour et de la nuit, les cycles des saisons et le cycle de l'âge humain sont aussi contrôlés par les 3 doshas. Donc pour bien utiliser et comprendre les doshas, il faut bien sûr une étude approfondie. C'est pour ça que de savoir les doshas prédominants dans votre corps, ça vous sera utile pour suivre les conseils et puis mieux apprendre à vous connaître. Mais on n'oublie pas qu'il est toujours bon de se rapprocher d'un praticien en Ayurveda, car dans le cas contraire, la théorie des 3 doshas ne conduira pas à la santé, mais à la maladie. Donc c'est vraiment important de comprendre que oui, il existe un tas de tests à faire sur internet pour savoir si on est plutôt Vata, Pitta ou Kapha. Et c'est super parce que du coup, on pourra forcément adapter notre façon d'être. De juste vous faire accompagner une première fois par un praticien, parce que le but étant qu'on vous redonne votre dépendance, parce que vous êtes votre propre médecine. Tout ce qu'on essaye en tant que praticien, c'est de vous donner les connaissances pour mieux vous connaître. Mais parfois, c'est important d'aller consulter un praticien en Ayurveda pour connaître votre prakruti, qui est votre état qui ne changera jamais à votre naissance, mais aussi de voir si, quand vous faites les tests, c'est pas votre mental qui répond plutôt que votre nature profonde. Et ce qui fait que là, ça va être votre vikruti. Donc la vikruti, c'est vraiment l'état de déséquilibre des doshas. Parce que ça se peut, je prends un exemple que moi, je suis Vata Pitta. OK, et puis ça se peut qu'en ce moment, je sois, beaucoup plus, dans mon Pitta ou beaucoup plus dans mon Kapha parce que je le rappelle, on a tous les 3 doshas dans notre corps. Mais par exemple, aujourd'hui, je suis un petit peu mal lunée ou autre et puis je me dis: «Tiens, je connais pas ma constitution, je vais aller faire un test». Je fais le test et en fait, ce qui ressort, c'est que je suis une Kapha Pitta parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de Kapha en moi, je suis beaucoup dans ma léthargie, on arrive à la fin de l'hiver,
en plus Kapha, commence à prédominer. Donc je fais ce test et puis je me dis: «Mon Dieu, c'est bizarre, OK, c'est vrai en ce moment j'ai l'impression que je suis comme ça, mais en même temps je me reconnais pas tant dans le Kapha». Et ça voudrait juste dire que vous êtes en déséquilibre CAFA, mais c'est pas pour autant votre nature profonde. Donc ça, c'est super intéressant de prendre juste parfois un rendez-vous avec un praticien ayurvédique et puis qui vous explique quelle est votre constitution de naissance, même si c'est aussi très difficile pour un praticien, si vous avez un gros déséquilibre en ce moment sur tel ou tel dosha, de voir votre constitution à la naissance. Mais au moins, il pourra essayer de déceler un petit peu plus en profondeur que simplement avec des tests qu'on peut faire nous-mêmes. Puis attention, là, je fais pas ça pour, à tout prix vous vendre une consultation, loin de là. J'essaye juste de vous mettre en garde parce que parfois, il y en a beaucoup qui vont se précipiter à essayer de vite, savoir ou de faire des tests ou d'avoir absolument envie de c'est normal de savoir à quel type on s'identifie le plus et c'est aussi ce que je cherche à faire aujourd'hui en vous présentant ces 3 doshas. Mais juste ayez à l'esprit que parfois, on va répondre ou on va s'identifier à un type parce qu'on est dans telle ou telle énergie en ce moment, mais c'est pas forcément notre énergie initiale. Donc si on reprend l'étymologie du mot dosha, qu'est-ce que ça veut dire en sanskrit? Donc dosha, ça veut dire ce qui a un défaut. Donc c'est vraiment en sanskrit le mot imperfection. La différence avec la médecine moderne, qui elle étudie l'anatomie et la physiologie sur les bases d'emplacement des choses, c'est qu'il n'y a pas de gérant. Alors que l'Ayurveda, ça envisage le corps davantage à travers les systèmes et leur création. Les doshas commencent à fonctionner avant même notre naissance et vont s'arrêter à notre mort. Donc même pendant la période de gestation, les doshas commencent déjà à fonctionner. Les doshas travaillent donc sans aucune interruption dans notre corps jusqu'à notre mort. Donc nous, notre rôle, ça va être d'aider, ça va être de soutenir par notre mode de vie, par nos habitudes, c'est-à-dire l'alimentation, le travail, notre comportement, notre activité physique, les fonctions des doshas. Parce que le déséquilibre des doshas, c'est la cause de toutes les maladies. Bien sûr, ça peut être, et bien sûr que ça peut être dû à un déséquilibre à l'intérieur qu'on peut contrôler, mais aussi par des effets qui nous viennent de l'extérieur que là, on ne peut absolument pas contrôler. Mais tout ce sur quoi on a un contrôle, c'est important de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut aider notre corps, comment est-ce qu'on peut essayer d'aider ces doshas à ne pas trouver le déséquilibre, mais à se maintenir dans une harmonie, dans un équilibre parfait. Parce que le rôle, la fonction des doshas, c'est de maintenir notre corps en équilibre parfait. Pour ça, ils doivent d'abord faire leur travail correctement et ensuite, ils doivent coopérer avec les deux autres doshas. Ils doivent maintenir l'environnement interne et répondre correctement aux changements de l'environnement externe. Donc imaginez-vous qu'ils doivent constamment s'adapter, que ce soit par exemple au processus de vieillissement d'un individu. Et beh, par exemple, si vous leur donnez un peu moins à manger ou un peu moins bien à manger, ça aussi, ils doivent s'adapter. Ou même si vous arrêtez de faire de l'exercice physique, ils n'arrivent pas à maintenir ces activités en équilibre. C'est là que c'est le début de toutes nos pathologies. Il faut savoir aussi que les doshas peuvent être modifiés par notre état psychologique, qui résulte des 3 mahagunas dont on a un petit peu parlé, c'est-à-dire sattva, rajas et tamas. Tout choc mental, ça va pas seulement perturber donc les 3 gunas, ces 3 mahagunas dans notre esprit, mais ça va également perturber les 3 doshas dans notre corps. Ces 3 doshas, ils doivent coordonner à la fois les manifestations physiques du corps, de l'environnement et les états mentaux psychologiques. Autant vous dire qu'ils ont du travail et de quoi ne pas s'ennuyer pour toute une vie. Donc c'est vraiment important, dès qu'on peut, essayer de les soutenir, de le faire parce que bien sûr, si vous arrive un choc, un décès ou quelque chose d'autre qui va affecter grandement votre état psychologique, ça se contrôle pas. Ce sont des choses qui arrivent dans notre vie, qu'on ne va pas contrôler. Donc, autant essayer de faire au mieux pour que tout ce qu'on peut contrôler, sans que ça devienne trop rigide, mais ce qu'on peut essayer de faire au mieux pour soutenir et maintenir en équilibre ces 3 doshas, autant le faire. Donc nos 3 doshas.
Donc on a Vata qui est l'air et l'éther, on a Pitta qui a l'eau et le feu, et on a Kapha qui est terre et eau. On retrouve les 3 doshas dans tout ce qui est vivant. Donc, vous avez ces 3 forces en vous. On a souvent une force ou 2 qui sont prédominantes. C'est ce qu'on appelle donc la prakruti d'un individu, sa constitution. Il y en a certains qui auront un dosha très dominant dans le corps, c'est ce qu'on appelle les types purs. On a ensuite les types doubles, c'est ce qui est le plus commun, et on peut aussi trouver des types équilibrés, c'est-à-dire qu'on a le même pourcentage de vata, de pitta et de kapha dans le corps. Mais ça, autant vous dire que c'est extrêmement rare. Donc aujourd'hui, on commence l'exploration des doshas avec vata. Donc vata, c'est le gérant de l'air et de l'éther. Par conséquent, le gérant du mouvement. Vata, en sanskrit, ça veut dire vent. Il signifie ce qui fait bouger les choses. Donc c'est vraiment la force de motivation qui est à l'origine des 2 autres doshas, qui sont capables de bouger dans vata. Donc vraiment, sans vata, il n'y aurait pas les 2 autres doshas. C'est vraiment le principe même du mouvement qui va faire que les 2 autres vont pouvoir être créés. Vata, c'est également la force principale du système nerveux. Il va régir notre équilibre sensoriel et mental, notre orientation sensorielle et motrice, et nous fournir la faculté d'adaptation et de compréhension. Donc c'est vraiment la force vitale de base, ce qu'on appelle aussi prana, ce dont je vous ai parlé au début, qui nous provient principalement de la respiration, qui lui-même est la force qui confère l'énergie du corps. Sans respiration, on n'a plus de vie dans notre corps. Ce mouvement dans le corps, il a besoin d'espace pour qu'il puisse bien circuler. C'est d'ailleurs pour ça que, avec le yoga, on essaye de vous faire bouger pour essayer de laisser l'énergie circuler un peu partout dans le corps. C'est pour ça aussi qu'on parle de chakras, pour essayer de débloquer certains chakras, ce qui permet au prana de mieux circuler un peu partout dans votre corps. C'est la même chose pour les nadis. Les nadis, c'est ces canaux, en fait, ces tuyaux de circulation d'énergie. C'est ce qu'on essaye de faire, en fait, un petit peu tout le temps avec les mouvements, c'est de redonner de l'espace au prana, à l'énergie vitale et du coup au vata de bien circuler un peu partout dans votre corps. Donc si on regarde les qualités de vata, donc qualité, j'entends pas ça comme mot forcément qualitatif, mais plus comme ce qui définit les caractéristiques du vata. En Ayurveda, on appelle ça des qualités, mais c'est pas comme une qualité d'être sympathique, d'être gentil ou souriant. C'est pas la même chose que dans notre monde occidental. Donc les qualités de vata sont plutôt sec, léger, froid, rugueux, subtil, mobile et dur. C'est grâce à ces qualités qu'on va pouvoir identifier quel dosha est présent dans le corps, ou quel dosha est prédominant, ou quel dosha est responsable de telle ou telle maladie. C'est par leur attribut qu'on va identifier les doshas. Un excès ou une carence de ces qualités, ça indique un excès ou une carence de tel ou tel dosha. Si on regarde maintenant les fonctions de vata dans le corps et de l'esprit. Donc dans notre état naturel, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'excès, vata, il va soutenir l'effort, l'expiration, l'inhalation, le mouvement et la libération des impulsions, l'équilibre des tissus et la coordination de nos sens. Il faut comprendre que le dosha vatsa, c'est le dosha principal, c'est le plus important parce qu'il va gouverner les 2 autres. Il va régir les 2 autres doshas et il est du coup responsable de tout le processus physiologique et des fonctions organiques générales du corps. Il va également régir l'énergie, la respiration, tout le système nerveux, tous nos sens aussi. Il est responsable de l'homéostasie et du bon équilibre de la fonction des tissus et des organes dans notre corps. Donc en fait, si on résume un petit peu, on l'aura certainement déjà compris par soi-même, mais Vata, c'est vraiment très très important dans notre corps. C'est pourquoi quand Vata est en déséquilibre, ça a souvent des conséquences beaucoup plus graves que les 2 autres doshas. Car Vata, ça va aussi impacter la fonction de Pitta et de Kapha. Si on regarde maintenant où se situe le dosha Vata au sein de notre corps. Donc il va se situer dans tous les espaces vides du corps et le siège principal de Vata, c'est au niveau du côlon. C'est là qu'on va retrouver les gaz, donc le résultat de l'air. On va aussi retrouver Vata dans les cuisses, dans les hanches, également dans nos oreilles, dans nos os et dans tout ce qui va avec les organes du toucher. Si on regarde le physique d'une personne Vata,
Généralement, Vata, la personne Vata, elle a un physique léger, mince, qui montre la dominance du vent dans le corps. Ce sont des types de personnes qui ont tendance à avoir le corps très mince, les os minces, la peau et le cheveu sec. Vata, c'est aussi l'irrégularité. Par exemple, si on prend l'élément du vent, donc qui est régi par Vata, on n'a jamais un vent qui est stable. Le vent, ça bouge sans cesse. C'est donc la même chose pour la personne de type Vata. On peut aussi retrouver ça dans le corps physique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un visage peut-être asymétrique. Les personnes Vata ont peu de résistance. C'est souvent des personnes fragiles. Elles peuvent être plutôt grandes ou plutôt petites. Les personnes Vata, elles ont souvent les articulations qui craquent, qui sont une signe de sécheresse. Elles n'ont pas forcément de souplesse parce qu'elles manquent de lubrification dans leur corps. Les cheveux de la personne Vata ont tendance à être plutôt foncés. Les personnes qui ont une prédominance Vata, souvent elles ont du mal à prendre du poids. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer une personne avec des problèmes de surpoids qui a une Prakriti Vata. Ça voudra juste dire que cette personne, elle est en déséquilibre et par conséquent loin des qualités de sa nature. C'est ce que donc on appelle la Vikruti. Toutes ces caractéristiques physiques, c'est ce qu'on va retrouver généralement chez une personne Vata. Mais je le rappelle, il y a des millions et des millions de possibilités, de combinaisons possibles dans votre corps. Donc ça se peut que vous soyez quelqu'un avec énormément de Vata dans votre corps, mais que vous n'ayez pas toutes ces caractéristiques physiques. C'est tout à fait normal, parce qu'on n'a pas tous le même pourcentage de Vata dans le corps. Et c'est ce qui fait qu'on reste un individu unique. Si on regarde maintenant la qualité de la peau d'une personne Vata. Donc les types Vata vont souffrir de sécheresse cutanée, plus susceptibles à avoir des rides qui peuvent apparaître. La peau, elle est souvent froide et plus épaisse. Les personnes Vata, elles ont souvent les extrémités froides. Par exemple, les pieds ou les mains vont tout le temps, c'est tout le temps des parties qui vont être froides. Une des qualités de Vata, c'est le froid. Vraiment, les personnes Vata, elles ne supportent pas bien le froid. Elles aiment pas le froid et elles ont vraiment besoin de chaleur. Donc c'est aussi des choses importantes à connaître sur soi parce que ça va forcément aussi définir où est-ce qu'on a envie de vivre plus tard. Par exemple, moi qui ai énormément de vata dans le corps, j'ai fait le choix de venir vivre au Canada pour quelques années. Donc comment vous dire que mes hivers ici sont très difficiles parce que moi j'ai déjà tout le temps froid de base, même quand on a un grand soleil dehors. Donc les hivers à -20, -30, c'est vraiment très difficile pour moi qui suis Vata. Bien sûr, je n'ai pas que du Vata, c'est pour ça que j'arrive à rester à peu près équilibrée, mais c'est quand même à prendre en compte parce que ça va vous permettre, une fois que vous vous connaîtrez, de savoir que par exemple, si vous avez beaucoup de Vata, donc beaucoup de qualités froides dans votre corps, de savoir que ce qu'il vous faut, c'est plutôt d'aller vers un endroit tempéré ou en tout cas un endroit plutôt avec de la chaleur, ce qui va venir en fait contrebalancer le froid que vous pouvez avoir dans votre corps. Maintenant, si on regarde Agni, donc la digestion pour les personnes Vata. Donc, les personnes Vata, elles ont souvent un Agni irrégulier. Donc, elles peuvent souvent avoir très faim ou alors pas faim du tout. Un coup, on peut avoir une digestion très rapide et la fois d'après, une digestion très lente. Un Vata, il peut facilement louper, sauter des repas. Ça mange souvent à des heures irrégulières. Si le dosha vata est aggravé, au niveau des conséquences sur l'agni, ça peut être des changements vraiment drastiques. Ça veut dire qu'on va avoir l'agni, la digestion qui est complètement irrégulier. Ça produit du coup un appétit irrégulier, une digestion variable. Ça peut même aller jusqu'à de la distension abdominale. Et puis, on va retrouver énormément de gaz dans le ventre qui se gonfle. Et aussi, ça peut aller jusqu'à de la constipation ou au contraire des coliques. Puis même toutes les personnes qui sont vraiment en déséquilibre Vata, une toute petite quantité de nourriture, ça va tout de suite se transformer en gaz et tout de suite on peut aller directement à la toilette et ça peut se transformer en diarrhée ou alors on a une sensation de lourdeur après avoir mangé. Donc vraiment l'agni de la personne Vata, ça peut être un jour tout se passe très bien, je digère très bien tel ou tel aliment et puis on ne sait pas pourquoi, mais quelques jours après, je vais remanger la même chose et là, ça va être catastrophique. Je vais pas du tout pouvoir le digérer et ça va très mal se passer.
Des 3 types, la personne Vata, c'est celle qui a le plus de problèmes au niveau d'Agni, au niveau de la régularité d'Agni. Donc c'est pour ça que c'est très important, encore plus pour une personne Vata, de faire extrêmement attention à son alimentation et vraiment d'essayer de maintenir l'Agni en bonne santé. En cas d'excès, la personne peut avoir des envies de nourriture frite, chaude et épicée. La qualité froide du vata, ça va engendrer le ralentissement d'Agni et la qualité mobile, ça va le faire fluctuer et ça entraîne un métabolisme qui est vraiment irrégulier. Et on en a un petit peu déjà parlé, mais on part vraiment du principe que la digestion, que Agni, c'est ce qui va créer de l'ama. Et l'ama, ça se produit au niveau, on peut le voir par exemple sur notre langue. Ça peut être comme un revêtement noir brunâtre. On va aussi avoir la bouche très sèche. On peut avoir aussi un déchaussement des gencives, des spasmes musculaires. Ça, c'est la plupart des troubles Vata. Ça vient de cette cause d'un Agni qui est vraiment très bas, très lent. Et je leur dis, mais Agni, c'est la chose la plus importante. Votre digestion, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui va faire en sorte que vous arrivez à bien éliminer les choses, les toxines, et à ne pas produire de lama. Dans ce cas, si vous ressentez vraiment des choses comme ça, moi je vous dirais, consultez un praticien en Ayurveda. Il va vous donner les conseils nécessaires pour réguler l'Agni de Vata. Au niveau des activités physiques, donc Vata, c'est plutôt une personne hyperactive. C'est vraiment des personnes qui ont besoin d'activités rapides, vives. Beaucoup se mettront à la course à pied, mais parfois ça peut être aussi à l'extrême et c'est des personnes qui vont très vite s'épuiser. On peut voir qu'un Vata aura du mal à garder ses jambes statiques. Quand vous voyez les jambes qui sont assis, les jambes croisées et que la personne bouge sans arrêt son pied, ça c'est vraiment le on va dire vraiment l'aspect caractéristique du Vata. Donc vraiment à faire attention parce que c'est des personnes qui ont besoin d'être stimulées, mais qui vont tout le temps aller à l'épuisement, qui vont jamais bien connaître leurs limites et c'est ce qui va créer un déséquilibre dans leur corps. Maintenant, si on se penche un petit peu sur l'état psychologique du Vata. Donc la personne Vata, c'est une personne qui parle beaucoup, qui parle souvent vite. Ses pensées vont vite, les idées vont vite. La personne a d'ailleurs beaucoup d'idées et de projets qui peuvent arriver en même temps. C'est quelqu'un qui peut être très créatif, très imaginatif et novateur. Elle a vraiment aucun problème à se faire des projections mentales. Au contraire, c'est une personne qui comprendra mieux en imaginant des situations. Les personnes Vata, ça donne souvent de bons artistes dans tous les domaines de la créativité. Elles sont excellentes en communication, c'est des personnes qui aiment généralement parler ou travailler dans les secteurs de la communication. Les personnes Vata, elles sont plus spontanées et plus flexibles que tous les autres types. C'est d'ailleurs une de leurs grandes qualités. C'est aussi des personnes qui aiment beaucoup voyager et qui aiment énormément le changement. En fait, le Vata, c'est même là où il va prospérer, c'est dans les périodes de changement. Ce sont des types qui vont adorer changer, souvent par exemple la disposition des meubles ou même déménager, changer souvent d'environnement. Ces types Vata, c'est des personnes souvent brillantes intellectuellement et dotées d'un état d'esprit très rapide. Vu que les pensées vont vite, elles comprennent très vite les choses. Mais par contre, c'est aussi des personnes qui ont une mémoire généralement pas si performante. Ça va vraiment être une mémoire à court terme. Donc les types Vata, c'est vraiment aussi des personnes sociables, mais également c'est un type très indépendant. C'est des personnes qui n'ont aucun problème à vivre seules ou même carrément en marge de la société. Les personnes Vata, elles ont du mal à rester disciplinées, dû au fait qu'elles soient irrégulières. Au niveau des relations humaines, elles vont avoir beaucoup de relations, mais au final très peu d'amis proches. Lorsque le type Vata est perturbé, c'est-à-dire en déséquilibre, il va souffrir de soucis, d'anxiété, de tension nerveuse, de dépression nerveuse. Ça va devenir quelqu'un de très peureux, il va avoir énormément de manque de confiance en soi, il va se sentir agité, énormément de pensées, ça va très vite. C'est vraiment le dosha Vata le plus sensible des trois doshas. Tout ce qui va aussi être l'hyperstimulation, c'est-à-dire énormément de bruit, énormément de couleurs, ça va être très difficile pour lui de le supporter. Il va se sentir très vite surmené et ça va créer beaucoup de stress en lui. Comme la personne Vata, c'est la personne la plus sensible des trois types,
elle peut facilement tomber sous la domination émotionnelle ou physique et également se laisser aller à des dépendances ou même à de la perversion. Si on regarde maintenant le moment de la journée où Vata va être prédominant, il va vraiment être en enclin au niveau du soir et il va se pacifier de nouveau le matin. Donc de 14 heures à 18 heures, la créativité s'épanouit, mais c'est là où l'énergie commence à diminuer. Donc c'est le moment idéal pour les activités créatives, les étirements et puis peut-être même venir apporter des tisanes pour apaiser et nourrir vos sens. De 2 heures du matin à 6 heures, c'est là que le corps se prépare pour une nouvelle journée. Donc c'est là où on est dans un sommeil profond et réparateur qui est essentiel pour soutenir la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et la vitalité générale de votre corps. Si on regarde au niveau de l'âge, Vata va devenir prédominant au moment où nous vieillissons. Donc le dosha Vata est élevé pendant la dernière partie de notre vie. C'est dû à l'épuisement progressif des tissus corporels. C'est important, arrivé à cet âge-là, de prendre en charge cet excès de Vata dans notre corps. C'est à ce moment-là qu'on a le plus de problèmes au niveau de nos os, nos articulations. C'est souvent là aussi où on perd l'appétit, où on dort moins bien, où on a l'esprit qui est un petit peu plus agité. C'est d'ailleurs quelques-uns des problèmes courants auxquels on sera confronté au terme de notre vie en raison de cette prédominance de Vata. D'ailleurs, les personnes qui ont une prakruti Kapha et Pitta, ils peuvent tolérer l'effet du Vata à cet âge, mais par exemple, une personne qui a déjà une prakruti Vata, pour elle, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est hyper important de comprendre qu'on peut, avec l'Ayurveda, vous accompagner à chaque moment de votre vie. Aussi bien au moment avec les enfants, aussi bien qu'à l'âge adulte, aussi bien pendant la grossesse, après une grossesse, mais aussi au moment du vieillissement. Et il est important de ne pas attendre l'âge de l'aggravation d'un dosha pour venir consulter un praticien en Ayurveda ou pour commencer à mettre des habitudes de vie en place. Parce que je le rappelle, l'Ayurveda, le but c'est de prévenir la maladie plus que de guérir la maladie qui est déjà là installée dans votre corps. Et on va terminer en parlant de la saison où Vata est le plus prédominant. Donc, nous sommes en plein dedans. Donc vraiment la saison où Vata va être, aggravé, c'est au moment de l'automne. Donc d'ailleurs, dans notre prochain épisode, on va, parler des astuces et des conseils pour équilibrer Vata durant l'automne. Donc Vata, il va s'accumuler durant l'été et il va s'aggraver durant l'automne. En automne, on a souvent de fortes pluies pendant la transition et avec le taux d'humidité, ça va aggraver Vata. Si on s'occupe de pacifier Vata en été, on va prévenir l'apparition de l'aggravation en automne et on a moins de risques d'avoir une aggravation à ce moment-là. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais c'est sûr que quand on parle de dosha, on a beaucoup de choses à dire. J'espère que cet épisode vous aura offert un beau portrait de qui est Vata et peut-être même que vous avez pu observer que vous avez en vous du Vata. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est si Vata fait partie de votre Prakruti, donc votre constitution à la naissance, ou si Vata est présent dans votre corps en état Vikruti, en état de déséquilibre. Parce que ça va tout changer sur la manière dont vous allez pouvoir aborder les choses. Donc j'espère que ça vous aura autant passionné que moi, parce que moi je suis vraiment passionnée dès que je commence à rentrer dans des sujets un petit peu plus profonds, à vous expliquer tout ça. Et puis on continue les prochaines semaines à faire la présentation des deux autres doshas. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, je vous souhaite une très belle journée.